J'en profite pour vous dire que, comme certains d'entre vous le savent, il y a une collection que nous avions créée, Jean-Marc Ferry et moi-même, au PUPS, aux Presses universitaires de Paris-Sorbonne, qui est la maison d'édition associée qui fait partie de Paris-Sorbonne. Cette collection s'intitule Philosophie appliquée et le quatrième volume, si je ne me trompe, oui, le quatrième volume vient de paraître. Nous apportons en principe en alternance, Jean-Marc Ferry et moi, un volume. Celui-ci était de nouveau un collectif qu'il a apporté lui-même et qu'il a co-dirigé. Il s'intitule Europe, crise et critique. C'est un très intéressant volume. Je pense que ça va clore les réflexions que nous comptions installer dans cette collection sur la question de l'Europe, mais ça la clôt de façon, à mon avis, forte. J'en profite pour dire que c'est le 5e volume paru, qu'il y a eu un volume que j'avais apporté sur les politiques universitaires et les politiques de développement, un deuxième volume qui était présenté par Jean-Marc Ferry, collectif aussi, sur l'idée d'Europe. Le 3e volume avait été apporté par Geoffroy et Corandrieux sur la justice transitionnelle, quelle justice pour les peuples en transition, si je ne m'abuse. Et donc celui-ci est le 5e, après quoi je recevrai dans quelques jours le manuscrit, enfin si on peut encore appeler ça un manuscrit désormais, du 6e volume qui a été mené à bien par un des anciens piliers de notre équipe, SIPA, que certains d'entre vous connaissent bien, qui s'appelle Yasutake Miyashiro, qui est maintenant maître de conférence à l'université Keio, je ne me trompe pas, c'est ça, à Tokyo, et donc qui va terminer dans les jours qui viennent un volume 5 sur, le titre n'est pas encore totalement définitif, mais ça va ressembler à démocratie républicaine et démocratie libérale. Je trouve que ça tombera assez bien dans une partie du débat politique français. Ensuite, les volumes 6 et 7 qui seront remis en 2015, donc à la fin de l'année, mais qui sortiront en 2016, quasiment en même temps, sont les deux volumes qui mettront un terme, éditorialement parlant, au programme IGEP, au programme Inégalisation entre globalisation et particularisation, qui seront donc co-dirigés par la nouvelle structure qui pilote à la fois SIPA et IGEP, et la 4e membre est en retard, mais comme d'habitude, donc tout le monde du coup sait qui c'est. C'est beau d'être même repérable à travers le fait qu'on est en retard. C'est d'ailleurs fait délibérément, à mon sens. Donc la nouvelle structure de pilotage est, on va le dire de droite à gauche, celle qui mobilise pour gérer toutes ces affaires Geoffroy Levaux, passe par-dessus moi-même, Julia Pozzi et Marie-Pauline Chartron. Et donc les deux volumes en question seront aussi pilotés par ces 4 personnes dans l'achèvement de la constitution de ces volumes, ce qui est une opération très lourde et difficile, mais ils paraîtront donc tous les deux, disons au printemps 2016. L'un s'intitulera quelque chose comme Inégalisation ou injustice extrême, et l'autre plutôt axé sur 2 secteurs, donc la justice climatique et le genre et climat si l'on veut, mais ça ne pourra pas s'appeler comme ça parce que ça n'a pas de sens. Justice de genre et justice climatique, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fera 7 volumes, après quoi viendra un 8e volume présenté par Jean-Marc Ferry sur les religions, et puis un 9e présenté par moi, et sur lesquels je ne suis pas encore totalement déterminé. Voilà. Donc c'est une collection qui existe et va continuer d'exister indépendamment de tous les tours et détours qui peuvent nous être faits et qu'on peut, alors là il faut changer de verbe, les tours qui peuvent nous être faits et les détours que nous pouvons accomplir. Mais sinon ça marche. Voilà. Donc j'assure cette séance qui est, comme séance inaugurale du semestre, une séance de problématisation. Elle sera suivie donc par 4 séances. Vous avez vu le programme, par 4 séances assurées par des intervenants extérieurs, puis par des séances que nous assurerons nous-mêmes, donc en ressources internes, à chaque fois avec 2 membres de l'équipe de SIPA.
sont des séances que nous assurerons nous-mêmes. Notamment, je souhaite que par cette organisation, nous ayons à la fois donc un renouvellement par les apports externes, mais aussi un meilleur contrôle pour terminer l'année sur l'assurance, une meilleure assurance que la problématique et les fils conducteurs que nous avons mis en place et tissés soient suivis. Donc nous avons décidé de procéder comme cela pour cette raison-là. Donc ça se terminera par 4 séances faites à 2 membres de l'équipe interne, certains intervenant d'ailleurs 2 fois dans ces 4 séances finales. Voilà, donc je me suis interrogé depuis une semaine sur la manière de commencer cette nouvelle séquence semestrielle. Le thème de l'ensemble du séminaire cette année est injustice globale extrême. C'était aussi le thème du colloque que nous avions tenu en début d'année. Et à l'intérieur de ce thème de l'ensemble du semestre, le thème de l'ensemble de l'année, pardon, le thème du semestre est cette fois approche par le développement humain. Titre complet et approche par le développement humain. On a parfois enlevé humain dans certaines de nos communications. C'est approche par le développement humain, parallèlement au thème du premier semestre qui était approche par l'humanité, ou par l'intervention humanitaire. Je souligne approche par le développement humain, je souligne fortement humain, 3 fois, 4 fois humain, en ceci que je crois que notre vrai... Marie-Pauline, vous rejoignez la tribune, s'il vous plaît, car pour des raisons que j'ai indiquées, ceci visibilise le changement d'organisation et de staff, si l'on veut, de notre équipe. Voilà. Donc, je disais que on souligne que les approches des injustices globales extrêmes ce semestre se font par le développement humain. Je crois que notre vrai fil conducteur, notre véritable fil conducteur est ici celui d'une recherche des conditions qui pourraient faire qu'un développement économique éventuel, une espèce de relance du développement économique à la fois à l'intérieur des pays les plus développés et de ce fait aussi en direction des pays qui le sont moins, notamment par l'aide au développement. Notre conviction, je pense, et notre vrai fil conducteur est que le développement dont il s'agit, s'il est économique, devrait aussi faire que un certain nombre de conditions s'y trouveraient remplies dans ce développement économique qui pourrait faire qu'un tel développement soit humain, soit un développement de l'humain en l'homme. Cette expression de développement humain, comme vous le savez, est une expression issue en partie d'Amartya Sen et de la création qu'il a inspirée, il y a maintenant longtemps, de l'indice du développement humain. Donc c'est un écho à cela. Il s'agit de soutenir donc que le développement souhaité, visé, n'est pas seulement le développement économique, comme depuis que ceci a été un programme lancé par le président américain Truman en 1948, disons, 45, entre 45 et 48, je ne sais plus, mais que ce soit un développement des possibilités même de l'humain en l'homme. Alors, l'équipe concernant cette séance-ci, l'équipe dont les responsables sont ici et les membres dans la salle, m'avait plutôt suggéré de procéder à une sorte de synthèse à partir de quelques-uns des points que nous considérons comme acquis. De faire au fond le point, en proposant une sorte de synthèse à partir de quelques-uns des points que nous considérons comme acquis et au-delà desquels il aurait alors fallu faire se profiler dans quelle direction encore avancer. Alors je n'ai pas fait ça, pas vraiment, enfin je vais y consacrer 10 minutes, mais je n'ai pas fait ça parce que j'ai eu le sentiment que disposer d'une séance entière est plutôt une chance. Une chance de quoi? Une chance de construire un texte vraiment nouveau, librement, et pas seulement d'abord un texte de synthèse. Donc plutôt un texte d'ouverture
sur des aspects non encore abordés par notre interrogation sur l'extrémisation des inégalités ou des injustices, qui est maintenant notre cible, en même temps que notre fil conducteur. Alors je rappelle simplement, très vite, en vraiment 3-4 minutes, que progressivement, au fil des 5 semestres de ce programme IGEP qui ont déjà eu lieu, il en reste 3, dont celui-ci. Après, ce sera la fin du monde. Au fil de ces 5 semestres, la globalisation, nous avons acquis la conviction que la globalisation de l'approche des inégalités, qui a accompagné en tant qu'approche la globalisation qui s'est décidée dans les années au plan du monde, dans les années 90, nous avons acquis la conviction que la globalisation de l'approche des inégalités fait surgir, vous connaissez ce raisonnement, cette partie de notre raisonnement méthodologique, que cette globalisation fait surgir certaines des particularisations les plus effarantes de ces inégalités. Parce que de fait, en déplaçant le regard des inégalités internes à une société, voire à un continent, vers les injustices du monde, pas seulement vers la pauvreté de ceux que Poggi appelle les pauvres du monde, mais les injustices du monde, qui peuvent être aussi décrites comme des phénomènes de violence ou comme des phénomènes de risque, de violence auxquelles les individus et les groupes sont exposés, violences génocidaires, violences sexuées, etc., ou comme des risques, par exemple risques climatiques ou économiques, auxquels certains collectifs sont exposés en tant que tels, par exemple des ethnies. Donc en déplaçant le regard de cette manière vers les injustices du monde, nous nous trouvons devant des inéquités tellement considérables qu'elles semblent défier toute compréhension et même tout espoir de remédiation. Faire, pour ainsi dire, baisser les bras. Donc c'est ce fil conducteur que nous avons, ou cette cible, que nous avons maintenant adopté, fait nôtre, qui consiste à partir de ces inégalités extrêmes, de ces injustices extrémisées, dont le constat, dont l'existence ne peut pas permettre de considérer raisonnablement, ne peut pas nous donner le sentiment, raisonnablement, que chaque individu au sein d'un collectif, ou chaque collectif au sein des collectifs, obtient dans ce monde ce qui lui revient. C'est impossible de considérer cela, considérer que chacun, individu ou collectif, obtiendrait au sein du monde ce qui lui revient. C'est pourquoi ce monde est injuste au sens le plus classique de la justice et de l'injustice depuis Aristote et le droit romain. À partir de cela, qui est un rappel donc, je me suis refusé à revenir sur ce qui expliciterait ce rappel. Je dis simplement que nous en sommes venus à défendre le programme d'une philosophie procédant par une approche des questions de justice et d'injustice qui est globale, je viens de le dire, désidéalisée par rapport à l'approche de type rawlsien, que je ne redéfinis pas. Vous vous souvenez suffisamment, je pense, les uns et les autres, de ce que cela signifie. Une approche qui ne considère pas que les biens sont relativement abondants, qui ne postule pas a priori que les biens sont relativement abondants, ni qui ne postule a priori que les personnes obéissent, fût-ce partiellement, au principe de leur être ensemble, au principe de justice, si vous voulez. Donc je ne reviens pas là-dessus. Globalisation de l'approche, désidéalisation de la théorie et extrémisation des injustices et des données des injustices dont nous partons. Ce sont au fond les trois éléments de la méthodologie adoptée. L'extrémisation, pour le troisième, des données des injustices d'un monde extrêmement injuste dans les registres de la pauvreté, de la violence et du risque. Au point que, dans ce monde, l'existence
est représentable plutôt en termes de destin qu'en termes de choix. L'existence se trouve représentable davantage en termes de destin que dans ceux d'une série de choix qui seraient eux-mêmes représentables ou figurables en termes de liberté. Donc je ne noue pas davantage, je ne m'avance pas davantage sur le nouage de ces différents fils dont entreprend de partir ce type de questionnement très transformé sur l'injustice. Et que le livre, celui des 2 volumes IGEP que j'annonçais tout à l'heure, que nous sommes en train de construire, l'un des 2, en tout cas, mettra directement l'accent sur ce point, l'inégalisation extrême, et en tirera les conséquences en termes de transformation de la philosophie politique. Alors, je procède maintenant, dernier élément de ma mise en place, je procède maintenant de façon un peu plus personnalisée à mon propre travail, quand je regarde ce que ça implique pour moi. C'est un exercice qu'il faut faire de temps en temps pour savoir où l'on en est et pour dire aussi où l'on en est soi-même quand on a la responsabilité d'un programme. Pour moi, le point où se nouent ces différents fils détermine 3 travaux en cours, outre les 2 volumes IGEP indiqués. Premièrement, la recherche d'une théorisation désidéalisée des injustices, donc sous la forme d'une thématisation, de la thématisation de cette nouvelle forme de philosophie politique que j'évoquais à l'instant, dans un essai que je suis littéralement en train d'écrire, vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure, et qui s'appellera sans doute « Penser dans l'extrême » ou « Penser avec l'extrême ». Pour moi, pour l'instant, faute de mieux, c'est « Penser dans l'extrême ». Deuxièmement, un questionnement sur le mal, notamment sur la question du mal radical, tel que pensable, en plusieurs sens de l'expression que je vais employer, comme le mal de la religion. D'une part, au sens où le mal dont il s'agit a quelque chose à voir avec le retour violent du religieux dans une partie importante du monde, et sous la forme du terrorisme global dans le monde. Donc déjà en ce sens-là, le mal de la religion, et puis au sens du mal de la religion de Kant, si je puis dire, le mal de la religion au sens du livre de Kant, une religion dans les limites de la simple raison, au sens où Kant y met en place une théorie du mal radical que j'utilise contre le thème, j'avais fait une séance là-dessus en décembre, contre le thème arendtien, ou relativement contre le thème arendtien de la banalité du mal banal. Il me reste une 50aine de pages à retraduire. Je pense, compte tenu de ce que je trouve, on peut dire à traduire de la religion dans les limites de la simple raison, malgré l'existence de 3 traductions. Et puis troisièmement, au-delà de ces 2 livres-là, un petit essai en cours de conception par un auteur à 4 mains, donc par 2 auteurs, éventuellement Marie-Pauline et moi, qui porterait sur l'apport susceptible d'être fourni, j'y reviendrai en fin de séance, en matière de données de l'extrême, l'apport qui pourrait être fourni par un nouveau type de données que nous n'avions pas inséré dans notre relevé des types de données. Jusqu'ici, nous avions parlé à plusieurs reprises, les uns et les autres, des données statistiques, des données historiques, des données sociologiques. Il pourrait être intéressant de considérer les données filmiques ou cinématographiques. Des films de fiction ou documentaires qui mettent en image les données extrêmes ou les données de l'extrême. Auquel cas, l'idée pourrait être, dans ce volume, de
creuser l'idée selon laquelle penser à partir des données de l'extrême pourrait consister, entre autres, à penser, ça n'est pas un titre, c'est une expression à ce stade, que l'éditeur contacté ne trouve pas bonne, mais moi elle me convient, c'est pas grave, on négociera, on verra aussi ce qu'en pense Marie-Paul, mais je pense que le titre réel sera tout autre. En tout cas, l'idée pourrait être que penser à partir des données de l'extrême pourrait consister à penser avec des films. Donc je reviendrai sur cette troisième dimension du champ de recherche sur lequel vous voyez ça peut ouvrir pour quelqu'un, indépendamment des activités collectives et des deux volumes qui les rassembleront. Je reviendrai sur cette troisième dimension tout à l'heure en fin d'intervention. Vous verrez pourquoi. Je signale juste que nous organisons dans cette université une journée de recherche. C'est Marie-Pauline qui l'organise, qui aura lieu salle des actes le lundi 2 mars. Pas salle des actes, comment ça s'appelle ? C'est en amphi Louis Liard ? Oui, à l'amphi Louis Liard, donc le grand amphi qui est dans le hall des amphis en bas, dans la cour, quoi. Donc une journée de recherche qui sera centrée notamment sur le cinéma du réalisateur haïtien Raoul Peck, qui sera présent et où seront projetés notamment des extraits de ces films. Et puis il y aura 3 tables rondes avec d'autres réalisateurs, d'autres philosophes aussi que nous, et également éventuellement des critiques. Donc vous recevrez la documentation de cette journée. Le public ne peut pas dépasser 200 personnes, mais moi je trouve que c'est beaucoup, 200 personnes un lundi. Donc voilà. Donc voilà les points que je voulais indiquer. Tout cela rappelé ou indiqué, je voudrais maintenant aborder vraiment le cœur de cette séance inaugurale que j'ai choisi de consacrer en définitive, alors pour autant que je puisse revoir mon papier dans l'état où il est, de correction et de surcorrection, à la catégorie même de l'extrême, dont nous n'avons jamais dit un mot. Mais un mot. Et que je me suis résolu à essayer de creuser. Nous l'utilisons depuis 1 an et demi à peu près, avec tout son champ sémantique, extrême, inégalité extrême, ou inégalisation extrême, extrémisation, processus d'extrémisation des inégalités. Extrémiser, verbe ou participe passé, comme concept d'injustice extrémisée ou de contexte extrémisé. Donc nous parlons cette langue-là qui est un peu bizarre, à laquelle nous ne faisons plus vraiment attention, mais il m'est apparu que jamais nous n'avions essayé de, si c'est une catégorie, de creuser cette catégorie que nous nous sommes mis à utiliser, mais sans essayer de la conceptualiser vraiment. C'est évidemment une catégorie à la fois descriptive et prescriptive, à la fois descriptive, je pense que ce n'est pas la peine que je le justifie, et normative, puisque via l'indignation et le sentiment d'indécence qui accompagne, par exemple, les écarts de très grande richesse et de très grande pauvreté, qui ne sont qu'un aspect de l'extrême, mais qui sont... Enfin, nous trouvons là la marque du type de monde injuste dans lequel nous vivons. C'est précisément ce sentiment de l'extrême, injustice, sous les registres de la pauvreté, de la violence et du risque, qui fait que nous identifions le type de monde injuste dans lequel nous vivons. Je dis le type de monde injuste parce qu'il est bien évident que l'injustice du monde n'est pas d'hier. Il y a eu des... Je réfléchissais, c'est tout simple comme idée qui peut venir quand on fait... quand on est en tête-à-tête avec un ordinateur, mais évidemment, le monde est injuste depuis toujours. Il faut vraiment être... même pas rousseauiste, puisque chez Rousseau c'est une fiction, mais enfin, en tout cas, penser à une origine idéale du monde pour concevoir qu'il y a eu un moment où le monde n'eût pas toujours déjà été injuste. Mais les injustices du monde se sont transformées,
Et le type de monde injuste dans lequel nous vivons est nécessairement différent de tous les mondes injustes antérieurs, ne serait-ce que pour cette raison que je ne développe pas mais où j'improvise, qui tient au fait que c'est la première fois que le monde s'apparaît à lui-même comme monde. C'est la première fois. Et qu'il peut s'éprouver, s'apparaître à lui-même comme un monde injuste. C'est la première fois parce que c'est au fond le résultat de ce qui s'est passé dans les années 1990-2000. Je ne justifie pas ce point. Et c'est la première fois que des interrogations normatives sur le type d'injustice qui structure le monde ont pu être véritablement formulées comme telles, comme s'appliquant au monde. Je ne sais pas comment, au XIIIe siècle ou au IVe siècle, avant Jésus-Christ ou après, les êtres humains se représentaient les injustices au-delà de celles de leur village, de leur cité ou de leur pays, pour autant que dans le monde antique cela eut un sens, mais en tout cas pour le XIVe ou XVe siècle ça commençait à en avoir un. Mais je doute en tout cas qu'ils se représentaient les injustices du monde. Il fallait qu'il y ait eu déjà les grands voyages, les grandes découvertes, la collation des résultats de ces grands voyages et de ces grandes découvertes en termes d'information, et puis la perception du monde comme tel, qui vient beaucoup plus tard, qui vient du monde des images, qui vient du monde de la communication informatisée, qui vient de l'effondrement des barrières qui clivaient le monde, notamment Est-Ouest, pour que apparaisse, émerge un nouveau type de monde injuste, comme déjà s'apparaissant comme un monde, et avec les injustices qui lui sont liées, comme monde. Donc c'est effectivement un fait, je pense que je n'ai jamais lu ce type d'analyse, c'est à mon avis très important. C'est un nouveau, quel qu'en soit le contenu, c'est de toute façon un nouveau type de représentation du monde comme monde injuste qui surgit, parce que c'est précisément la première fois que nous regardons les injustices du monde. Qu'il ne s'agit plus simplement d'informations qui traînent dans le récit de quelques audacieux voyageurs, Marco Polo ou autres, ou d'armées qui ont été voir ce qui se passait en leur faisant la guerre dans d'autres parties d'un monde restreint, l'Europe, etc. C'est la première fois que nous sommes face à la description, l'analyse descriptive et du coup normative d'un type de monde injuste. Normatif pour y remédier, éventuellement. Donc je pense que ceci n'est pas négligeable. Le type de monde injuste dans lequel nous vivons est un monde dans son injustice même qui date de la globalisation intervenue à partir des années 90, avec un type d'injustice nouvelle qui le caractérise sans doute en présentant, techniquement dit, au sens de la technologie kantienne sur ce point-là, en présentant une symbolisation, c'est-à-dire en effectuant une présentation incomplète, partielle, de l'idée d'injustice globale. En présentant une symbolisation sensible de l'idée d'une telle injustice de ce monde. Approchée, comme toute symbolisation des idées pratiques, comme toute schématisation des idées pratiques. J'ai retrouvé d'ailleurs, avant-hier, dans la religion de Kant, le fait qu'il utilise symbolisation pour les idées pratiques, qui est donc bien le terme générique, j'avais dit à quelques-uns d'entre vous. Maintenant, quand il parle plus techniquement encore, au lieu de dire schématisation, pour les idées pratiques, il dit symbolisation, parce qu'il y a une différence, c'est que les schèmes présentent complètement les concepts. Par exemple, le concept de causalité est présenté complètement dans ce qu'il signifie par le schème de la succession irréversible. Il n'y a pas de reste. Alors que les idées pratiques, justice, injustice, mal, bien, etc., sont présentées partiellement, de façon approchée, pour des raisons que je n'ai pas expliquées, mais que j'ai expliquées dans mon séminaire de Weymouth. Voilà. Donc pour ces différentes raisons, il m'est apparu utile, d'abord à moi, mais je pense pas seulement, quand je considère le matériel conceptuel ou catégorial que nous utilisons pour développer les questionnements que nous développons, eh bien, il m'est apparu utile de focaliser sur cette catégorie centrale qui est au centre du dispositif que nous utilisons, à savoir précisément celle de l'extrême. Ce pourquoi je voudrais donc lui consacrer l'heure qui vient
Ah oui, l'heure et demie qui vient, l'heure 25 qui vient, ça va. Je pense que nous garderons un peu de temps, mais je me méfie parce que chaque fois que je dis ça, je n'y arrive pas. En procédant donc à une sorte de catégorisation de l'extrême qui, j'ai commencé à l'écrire mardi dernier, mardi après-midi, donc j'ai mis 8 jours avec d'autres écritures et d'autres choses à faire. Et je me suis aperçu en l'écrivant que ça allait constituer à la fois l'essentiel de cette première séance du semestre et en fait le début de mon livre sur l'extrême. Les premières pages que je n'avais pas. J'ai beaucoup de matériel pour la suite, mais je n'avais pas commencé par le début, ce qui est rare chez moi. Donc je répare cette erreur. Je commence par les premières pages, je commence par le début, et donc le voilà, à partir de là. Je pars des quelques... enfin, excusez-moi, encore une remarque préalable pour que vous compreniez ce que j'essaye de faire, qui n'est pas totalement évident. En fait, par rapport à ce mot de l'extrême, tel que nous l'utilisons, tel que nous le pratiquons, je dis que je voudrais essayer d'en faire une catégorie pratique, descriptive et pratique. J'avais déjà fait ça, j'avais déjà fait un travail du même genre, pour transformer un terme utilisé de façon un peu sauvage, comme nous le faisons ici. Quand on utilise ça sans précaution ailleurs, on ne comprend pas. Hein. Normal. Donc nous l'utilisons ici de façon un peu sauvage et relâchée. J'avais fait un travail, et je voudrais en faire une catégorie éventuellement. Vous allez voir que c'est pas évident, pas certain qu'on y arrive. J'avais fait un travail du même genre il y a quelques années pour la notion, le mot de diversité. Dans mon livre de 2009, Humanisme de la diversité, avec d'ailleurs une réussite moyenne, non pas dans son contenu, je n'ai rien à changer à son contenu, ce n'est pas de toute façon à moi de juger son contenu, mais je veux dire que ce que j'essayais de faire a été moyennement compris. Pour des raisons conjoncturelles, pour des raisons qui tenaient au fait que le terme de diversité était indexé sur une politique particulière, qui était celle de l'ancien président de la République à ce moment-là, et que personnellement je voulais arracher ce terme à cet emploi politicien. Et je pense qu'on aurait de nouveau de fort bonnes raisons d'essayer de l'arracher à un emploi politicien. Donc j'essaye de faire un peu la même chose pour essayer de conceptualiser l'extrême. Et je pars donc des quelques lignes d'invitation à cette séance que je vous ai envoyées mardi soir quand je les ai eues écrites. Et que j'ai trouvé que ça faisait un début. Donc j'ai dit ceci, j'ajoute quelques éléments dans ces 5 lignes, et puis après j'enchaîne évidemment. Je vous ai écrit qu'une situation extrême est une situation extraordinaire, en ce sens qu'elle tranche par sa radicalité, j'ajoute des mots, sa gravité, son intensité, avec la série habituelle des faits de teneur comparable. J'ai ajouté qu'elle n'est pas forcément rare, mais qu'elle a quelque chose d'exceptionnel, qui introduit une rupture, une dimension de rupture, dans le cours des choses, et notamment, elle introduit, quand on identifie quelque chose comme cela, une dimension de rupture avec la gestion courante de l'existence individuelle et collective. Il se produit comme ce qu'on appelle, quand on emploie bien le terme, une solution de continuité, c'est-à-dire une rupture qui brise, je disais, le cours du temps, et qui, en le brisant, introduit une dimension aporétique. Parce que, de fait, lorsque surgit une situation extrême, cela suscite un quantum, une quantité inhabituelle d'affects qui vont de l'émotion à l'indignation, à la colère. On n'a pas encore parlé de la colère, mais à la colère. C'est un sentiment qui m'est cher. Je trouve qu'il y a des justes colères contre des injustices. Donc ça suscite un quantum inhabituel d'affects qui envahissent tout l'espace du vécu chez les acteurs, chez les observateurs, chez les décideurs. On pourrait même dire, et je reprends le terme à Kant, je vais vous dire à quel texte, chez les spectateurs.
Je reprends ce texte au très beau passage de Kant dans Le conflit des facultés en 1798, deuxième partie. Page 894 de ma traduction de la Pléiade, tome 3, où Kant évoque la Révolution française du point de vue, dit-il, des spectateurs qui, en Allemagne, voient ce qui se passe à travers les gazettes, comme on disait à l'époque. Évidemment, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas quelques gravures de temps en temps, mais essentiellement du texte. Et Kant décrit l'événement historique de la Révolution française dans les termes d'un spectacle dont, dit-il, les spectateurs, qui sont aussi les acteurs, pour une part d'entre eux, se trouvent comme transportés d'enthousiasme à la faveur de la manière dont ce qui se déroule, que Kant présente comme relevant du sublime, évoque un caractère moral de l'espèce humaine. Vous verrez la suite du texte, Kant disant que ça suggère que nous nous trouvons placés devant la construction de la Constitution républicaine, du moins dans son idée, dit-il. Ce par quoi les spectateurs sont transportés d'enthousiasme avec cette double accentuation qui caractérise l'expérience du sublime, telle qu'il la thématise lui. D'une part, quelque chose qui, précisément, enthousiasme, qui exalte, et d'autre part, quelque chose d'effrayant, par sa grandeur, par le fait que, vous connaissez ce que Kant explique, à savoir que l'imagination, c'est précisément là qu'elle intervient, essaye de saisir, en produisant des images de l'affaire, et puis ne saisit jamais totalement ce qui la déborde. Donc je pense qu'on pourrait dire à peu près ça également ici, et on pourrait creuser l'analogie, simplement l'analogie, entre l'expérience de l'extrême et celle du sublime. Je pense qu'on y arriverait sans grande peine, précisément parce que le sublime contient ou peut contenir d'horrible ou d'effroyable. Mais non sans une grandeur qui a quelque chose à voir avec l'intensité de l'expérience vécue, ou avec l'intensification du ressenti. L'intensification sans borne du ressenti. Ce qui est la différence entre l'expérience du beau et l'expérience du sublime. Le ressenti fait apparaître comme, en raison de l'intensité de l'expérience vécue, immédiatement illusoire, fait apparaître comme immédiatement illusoire, au moins pour un temps, la perspective d'une maîtrise de la situation. Et je pense que c'est analogiquement comparable pour les situations extrêmes. Si vous voulez, elles aussi, laissent penser, si c'est une pensée, font ressentir qu'une autre gestion apparaît indispensable. Haïti après le tremblement de terre, ou même Haïti quand nous y arrivons il y a un peu plus d'un an, il faudrait que ça se passe autrement. Le sentiment d'une autre gestion qui est indispensable. Une gestion de crise. Pour, sinon en réparer, ça paraît immédiatement déborder ce que l'imagination essaye de se figurer, mais pour en limiter les effets. Et on pourrait vraiment beaucoup développer cette analogie. Une autre gestion apparaît indispensable pour en limiter ou en réparer les effets, pour prévenir si possible, ultérieurement, ailleurs, ou même ici, au même endroit, le retour d'une situation comparable. On sait que l'histoire ne repasse pas les plats, l'histoire individuelle ni l'histoire collective, mais enfin parfois elle se répète, la formule de Marx étant qu'elle bégaye. Donc une gestion de crise pour prévenir si possible le retour d'une situation comparable et pour instaurer ou rétablir un dialogue avec les victimes ou leurs proches. Alors je pense que c'est ça le vécu de l'extrême. Le tout premier vécu de l'extrême,
phénoménologiquement, c'est bien pompeux de dire phénoménologiquement, mais c'est ce qu'ils nous disent qu'il faut dire, les phénoménologues, donc pourquoi pas? Phénoménologiquement, le vécu est à peu près celui-là. Je ne dis pas, se disant que l'extrême est sublime, je dis évidemment pas ça. Je dis que l'expérience du spectateur ou de l'observateur de l'extrême communique avec l'expérience du sublime, par plus d'un lien. Cette communication se fait notamment par l'intermédiaire de l'idée, l'idée au sens technique, l'idée au sens kantien, de quelque chose de pensable mais de non connaissable, qui ne peut être qu'approché par des présentations partielles dans l'expérience, l'idée de quelque chose qui déborde toute tentative pour le saisir ou l'embrasser dans un seul regard. Tant c'est précisément immense et débordant. Vous croyez saisir la situation et vous voyez à chaque fois qu'elle est encore plus vaste. Et l'image, c'est effectivement celle d'un être humain qui tend les bras et qui ne peut pas rassembler en une totalité. Comme on peut le voir, le sentir quand on est, par exemple, dans un endroit comme Haïti. Aussi, je pense, Juliette Tomasi, je pense que l'expérience que vous avez faite en Israël a quelque chose de ça. Enfin, Donc, je ne développe pas davantage ce point. Je pense qu'il y a un sens à l'intégrer à la réflexion, parce que si l'on prend cela au sérieux, à savoir si l'on considère vraiment que l'expérience de l'extrême communique avec celle du sublime, c'est peut-être que dans l'extrême aussi, c'est peut-être qu'alors, dans l'extrême aussi, se trouve contenu quelque chose qui déborde toute saisie, permettant de l'englober dans une appréhension unique. Quelque chose qui déborde toute saisie, permettant de le saisir, de le cerner. Ce que je retarde, c'est le terme de le conceptualiser. Alors disons-le, qu'il s'y trouve contenu dans l'extrême, dans la représentation de l'extrême. Quelque chose qui déborde toute saisie, l'englobant dans une appréhension unique. Et c'est là qu'intervient, selon Kant, donc l'imagination, avec sa production de schémas qui essaye à l'infini de le saisir par succession de tentatives auxquelles il échappe toujours. Au moins en partie. Embrasser, tentative pour embrasser, c'est la formule de Rimbaud dans Aube, dans le poème des Illuminations, dont je ne sais plus s'il s'appelle Aube ou Aube d'été, je crois que c'est Aube, où il y a une des phrases qui est, enfin pour moi, une des plus belles phrases en langue française, où Rimbaud dit j'ai embrassé l'aube d'été, j'ai senti un peu son immense corps. C'est extraordinaire. C'est effectivement cette expérience-là, quand c'est du côté du sublime. Et je pense qu'on peut construire l'analogie avec l'extrême, où aussi il y a tentative pour embrasser l'extrême, dire je veux tout comprendre, je veux tout saisir, je veux établir des liens. Et j'ai beau élargir ma compétence, ma connaissance, j'ai beau avoir lu tous les livres, imaginons, rêvons, vu tous les films, ça échappe. Auquel cas, c'est pourquoi je retardais l'emploi du verbe concevoir ou du concept ou du terme de concept. On peut se demander si l'extrême peut correspondre vraiment à un concept ou à une conceptualisation. J'ai dit que j'essayais d'en penser une conceptualisation, de transformer ce mot employé de façon un peu sauvage en un concept qu'on pourrait maîtriser. On peut se demander, ça n'est pas certain non plus, je vais avoir une position modérée pour l'instant, s'il n'est pas plutôt, ce pourrait être cela, une manière d'exprimer un sentiment de l'expérience, une manière d'exprimer
un sentiment que nous pouvons avoir de l'extrême, qu'il s'agisse d'une expérience réelle ou d'une expérience de pensée. Et dans ce cas-là, ça pourrait être à concevoir plutôt sur le mode de l'expérience du sublime, ça pourrait être à concevoir plutôt sur le mode du sentiment ambivalent du sublime que sur celui d'un concept déterminé. Que sur celui d'un concept servant au fonctionnement de la faculté de juger déterminante, causalité, pour déterminer un fouillis d'impressions, ou quand on repère une succession irréversible, Shem, eh bien, le concept déterminé et déterminant de causalité, de relation de cause à effet, s'applique. Sans état d'âme, si je puis dire. Donc ça peut être ça, une manière d'exprimer un sentiment de l'expérience, à concevoir sur le mode du sentiment ambivalent du sublime, plutôt que sur celui d'un concept déterminé, comme celui de causalité. Il se peut aussi que ce que je viens de suggérer dans les 5 dernières minutes, là, qui correspond à un vrai ressenti, je pense que si vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça ici ou là, ça évoque quelque chose comme ça. Il se peut que ce que je viens de suggérer ne concerne en fait que certains éléments de l'expérience de l'extrême. Et que ça n'empêche pas, que ça n'interdise pas pour autant d'en faire une catégorie pratique. Pour penser normativement, c'est-à-dire pour juger. Penser normativement, c'est juger. Penser comme juger. Ça n'interdit pas forcément d'en faire aussi, c'est ce que je pense, en tout cas dans l'état actuel des choses, ce que je viens de dire, à mon avis, est acceptable, et que j'y adhère, bien sûr, mais que ça n'interdit pas pour autant d'en faire une catégorie pratique pour penser normativement, c'est-à-dire pour juger les situations extrêmes, mais dans une dimension d'elle-même. C'est la raison pour laquelle, à ce stade, je préfère dire penser avec l'extrême que penser l'extrême. Alors si j'essaye d'avancer encore sur cette voie d'une pensée avec ou dans l'extrême, je vais procéder, ceci était une première observation, à une seconde observation qui m'a déconcerté, d'une part quand j'avais découvert les emplois que je vais évoquer, c'est-à-dire dans l'été, et puis en les retrouvant mardi dernier. L'observation, c'est que l'interrogation sur les situations extrêmes ou sur les contacts extrêmes est très développée ailleurs qu'en philosophie. Elle n'a pas en tout cas été forgée initialement en philosophie. D'autres disciplines s'y sont et s'y trouvent encore depuis longtemps confrontées, de par leurs objets mêmes, selon des confrontations qui ne sont pas les nôtres, mais d'où nous pouvons, comme philosophes, apprendre ce qui s'y est trouvé thématisé, qui n'est pas rien, voir ce qui s'y est trouvé conceptualisé. Et c'est en ce sens-là que je disais à l'instant que, de façon plus délimitée, à l'intérieur du ressenti que j'ai évoqué, et par analogie avec le sentiment du sublime, il peut y avoir une zone de conceptualisation possible qui, à mon avis, a été produite et avancée par les disciplines, ou une discipline que je vais évoquer, qui a conceptualisé une éventuelle pensée de l'extrême ou dans l'extrême. Alors, parmi les disciplines mobilisables, je vais retenir exclusivement celle qu'on rencontre au premier chef dans le recensement des occurrences sur un moteur de recherche, qui est la médecine. Puisque toute une branche de la médecine et des pratiques médicales relève de ce qui s'appelle soi-même les cliniques de l'extrême.
Alors on m'avait dit aimablement il y a quelques mois que je ne trouverais rien dans les expériences cliniques de l'extrême, je dément. C'est clair que si le philosophe ne veut pas sortir de chez soi, s'il veut commenter des textes, il ne va pas regarder ce qu'on trouve dans les cliniques de l'extrême. C'est plus confortable de confronter des auteurs anglophones que personne ne lit. Alors maintenant, si on regarde les pratiques relevant des cliniques de l'extrême, de quoi s'agit-il? Si l'on regarde, on voit qu'il s'agit d'un affrontement à ce que les cliniciens repèrent comme des états ou des situations sollicitant leurs compétences à la limite. Un type d'état ou de situation sollicitant leur capacité technique, leur capacité relationnelle avec les êtres concernés et leur capacité éthique. Et je terminerai tout à l'heure sur ce point qui pour moi est le plus profond et qui me trouble profondément, vraiment. Il s'agit donc de situations que les cliniciens identifient comme des états sollicitant ces différentes capacités avec une intensité qu'ils identifient de façon insistante. J'ai beaucoup de références sous les yeux que je ne cite pas, ou je ne citerai pas, ou très peu, au-delà de cette communication orale, mais même par écrit, je les citerai très peu. Ils en tiennent pour caractéristique le fait que ces sollicitations ont une intensité qu'ils identifient comme excessive, quasi excessive vis-à-vis d'eux, à la limite ou au-delà de ce qui est ordinairement tolérable dans leur contexte d'intervention. Alors je signale que ce lexique des cliniques de l'extrême utilise couramment une distinction entre les états extrêmes et les situations extrêmes. Et ce qui les intéresse, ce n'est pas tellement les états extrêmes, car les états extrêmes sont les états permanents d'un individu. Il n'y a pas grand-chose à en faire. Ce qui les intéresse, c'est les situations extrêmes qui désignent plutôt, je cite l'un des auteurs que j'ai rencontrés là, les situations extrêmes désignent l'ensemble dynamique que cet individu forme avec son environnement. Et à travers lequel ensemble dynamique, il appelle des réponses de cet environnement dont font partie les cliniciens. Donc les cliniques de l'extrême revendiquent d'être surtout des cliniques des situations extrêmes. C'est heureux pour nous. Regardons néanmoins quelques éléments de la description qu'ils font des états extrêmes, dont pour les raisons que j'ai indiquées, ils estiment qu'il faut moins s'y intéresser. Mais ils en donnent une description qui est néanmoins intéressante pour nous, parce que par état extrême, donc ceux sur lesquels on ne peut rien faire, les états permanents, il faut entendre, nous disent-ils, et ils entendent eux, je cite un passage d'un collectif qui date de 2010, des États qui associent classiquement, je cite, des États qui associent classiquement une extrême pauvreté, épatant. Alors, évidemment, en un sens différent, c'est une analogie là aussi, une extrême pauvreté faite de déficiences graves et nombreuses. Par exemple, des déficiences relationnelles. Comme on dit, des états pochirelationnels. Une extrême pauvreté faite de déficiences graves et nombreuses, une extrême dépendance faite d'incapacité ou d'incapabilité, ils emploient le terme, sévère et nombreuse, et, troisième et dernièrement, une extrême vulnérabilité, à la fois physique, psychologique, sociale et éthique. Donc voilà la détermination d'extrême dans les états permanents sur lesquels
on convient de dire que les états extrêmes sont ceux sur lesquels il n'y a rien à faire, qu'il faut agir sur les situations qui sont des dynamiques dans lesquelles on peut insérer une variable qui est précisément la réponse, l'intervention du clinicien, mais plutôt là-dessus que sur les états, définis comme des états permanents. Et donc, du coup, quand il parle des situations extrêmes, toujours dans ce contexte de la clinique, ils le font en désignant par là des situations dont l'élément déterminant est désigné par eux, et cela m'a beaucoup frappé, et doit, je pense, attirer beaucoup notre attention. Ils estiment que l'élément caractéristique des situations extrêmes est de teneur éthique. Pourquoi ? Très très intéressant. Les situations extrêmes sont des situations de teneur éthique sous deux rapports possibles. Dont on comprend très bien, on pourrait le prévoir quasi a priori. Il va y avoir évidemment des dimensions éthiques du côté de l'intervenant, du côté de celui qui appelle l'intervention, ou qui en tout cas appelle, si c'était toujours un appel, qui suscite l'intervention. Alors d'une part, de fait, la clinique se confronte à des situations extrêmes où se trouve remis en cause, disent les cliniciens, notre propre statut de personne, entendre surtout celui-là même de l'agent qui se trouve exposé à ces situations. C'est ce qu'ont rapporté notamment, je vais y revenir, les détenus de camps de concentration, décrivant comment, dans cette situation, ils en sont venus à douter de leur propre statut de personne. Dans cette situation qui leur était faite, ils en sont venus à douter de leur propre statut de personne. Je vais y revenir. Et puis, il existe d'autre part des situations extrêmes où c'est non pas son statut propre de personne qui est remis en cause par la victime de la situation dans laquelle elle est plongée, mais c'est le statut de personne de celui ou de ceux, de celui, de celle ou de ceux que nous rencontrons. Dans ce second type de situation extrême, c'est en effet en nous, je veux dire dans l'analyse que mène le clinicien, ou l'observateur, ou l'analyste de la situation, si on tire l'analyse vers nos propres réflexions. En tout cas, dans ce second type de situation extrême, c'est dans l'analyse que mène le clinicien, l'observateur ou l'analyse de la situation qu'un doute peut s'installer qui, je vais citer parce que je ne peux évidemment pas produire moi-même cette indication, fait surgir, un doute peut s'installer, qui fait surgir la question extraordinaire de l'évaluation en humanité. Cet être que je rencontre, dois-je l'évaluer encore, puis-je encore l'évaluer comme humain ? Et c'est la vraie question. Une question dont les modalités de surgissement sont si complexes que je préfère là aussi reproduire les propos cliniques eux-mêmes. J'ai amorcé ma citation dans ma phrase précédente. Cet être qu'il m'est donné de rencontrer, est-il vraiment une personne humaine ? Cet être-là mérite-t-il comme moi d'être appelé une personne ? Partage-t-il pleinement avec moi la dignité de personne ? Ou, pour reprendre une formulation classique de la même question, cet autre, est-ce vraiment moi ? Fin de la citation. Si vous vouliez retrouver ces textes, parmi d'autres
il y a une rencontre-débat organisée par... Enfin, vous n'avez qu'à donner votre moteur de recherche favori. Si vous lui parlez poliment, il vous répondra. Le thème « Les cliniques de l'extrême » et la date du 20 septembre 2010. Alors, vous aurez un grand texte, hein, très long. Je n'ai pris que quelques aspects. Je trouve les formulations que je vous ai données absolument ébouriffantes. Enfin, réellement... bon. Après, ils peuvent dire des choses qui nous paraissent bizarres, les cliniciens, mais ça, ils nous l'ont donné. C'est cadeau. Donc, dans ce second type de cas, où viennent à se formuler des questions, qui sont les pires, qui sont des questions, je vais manquer ma phrase en l'allongeant, mais ça m'arrive souvent, disons, dans ce second type de cas, les questions qui viennent sont des questions offensantes. Pour celui à propos duquel elles s'énoncent, comme pour celui qui les énonce. Quand je dis cet autre, est-ce vraiment moi? C'est offensant pour l'autre, c'est offensant pour moi de me demander cela. Mais comment ne pas me le demander? J'ai fait allusion il y a 5 minutes, et je vais y revenir, aux camps de concentration, qui sont à entendre avec précision, c'est-à-dire les camps qui n'étaient pas voués à l'extermination. Parce que dans les camps d'extermination, à part les personnes qui ont été mises de côté pour travailler, ce dont souvent elles sont mortes, mais dans les camps d'extermination, la plupart des personnes qui y ont été apportées n'ont laissé aucune image d'elles-mêmes, par définition. Et donc, nous découvrons à nouveau, mais personnellement, je ne les avais pas toutes vues, et je les regarde avec effarement ces derniers jours, les images de l'ouverture, 70 ans après, des camps nazis. J'en évoquerai un film tout à l'heure, dans 10 minutes. Évidemment, c'est la question que ça pose. Car nous voyons non pas seulement des êtres en mauvaise posture, malades, amaigris, etc., mais nous voyons des êtres qui posent le problème que soulèvent très bien les cliniciens, de savoir si ce sont encore des personnes humaines. C'est pourquoi la question est offensante. Mais ne pas vouloir la poser, voyez bien que c'est absurde aussi, c'est offensant aussi, parce qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'ils ont, de ce que les personnes ont subi, qui est précisément une déshumanisation. D'aller jusqu'à une forme de déshumanisation extrême. J'y reviens. Donc je disais que le second type de cas évoqué par les cliniciens conduit à des questions tellement offensantes qu'elles ne se formulent qu'à demi-mot, voire je pense dans le silence de la conscience du clinicien ou de la personne qui participe à l'ouverture des camps. Dans le silence de sa conscience, se rapportant à elle-même et se demandant ce qu'il voit ou ce qu'il filme. Sachant que les images en question sont tout de suite suivies par d'autres images qui sont celles des bulldozers écartant les cadavres. La masse des cadavres entrelacés, imbriqués les bras des uns dans les jambes des autres, dont ceux qui sont encore vivants sont au plus près possible, sont quasi déjà cela, avec des situations dont on sait qu'elles ont été... dire qu'elles ont été dantesques n'est rien, mais qu'elles ont été faramineuses, disons, puisque dans certains des camps, par exemple celui où a filmé Samuel Fuller, avant qu'il soit un grand cinéaste, mais qui se trouvait à avoir la première caméra de sa vie envoyée par sa mère, c'est-à-dire le camp de Falkenau. J'ai déjà cité ça. Je ne sais pas si c'est ici, je ne crois pas.
C'est un film de 22 minutes qu'on peut trouver sur Internet en 3 secondes. Les libérateurs, va-t-on dire les libérateurs, les gens qui ont ouvert le camp, on trouvait non seulement qu'il y avait des masses de cadavres qui n'avaient pas été brûlés, d'où les bulldozers, mais qu'il y avait des personnes vivantes, qu'il y avait des vivants, mais qu'on ne pouvait pas conserver, qu'il a fallu tuer. Vous entendez bien qu'il a fallu tuer, parce qu'ils étaient atteints de maladies incurables contenant une possibilité de transmission au monde environnant, y compris à ceux qui ouvraient les camps, qui était d'une probabilité hallucinante. Donc parmi les vivants presque morts, on a tué des vivants à l'ouverture des camps. Il faut quand même le savoir. Alors l'extrême, c'est quelque chose comme ça. Là, on est à l'extrême de l'extrême, d'accord, mais c'est la même gamme. Donc dans ce type de cas, les situations extrêmes dont la clinique à son degré, qui n'est pas celui de Falkenau, connaît l'expérience, les situations en question font, disent les cliniciens, que c'est le statut de personne de l'être que le clinicien rencontre qui est en cause. C'est très remarquable d'oser écrire cela. Mais c'est la réalité qui dicte d'écrire cela. Il faut entendre très bien ce qu'on nous dit par là et ne pas le déformer. Évidemment, le clinicien, pas plus que nous, quand nous voyons les images de l'ouverture des camps dont j'ai parlé, ne doutons pas le clinicien a, ou nous qui regardons les images, ont affaire à des personnes humaines. Nous n'en doutons pas une seconde, un milliardième de seconde. Plus exactement, c'est un devoir de ne pas en douter. Très précisément, c'est un devoir de ne pas en douter. Mais c'est précisément parce que nous n'en doutons pas, c'est parce que nous savons qu'il s'agit de personnes humaines et que nous n'en doutons pas que la question peut venir à l'esprit, aux cliniciens, je continue mon analyse à partir de là, qu'il peut venir à l'esprit la question de comprendre comment l'humanité est capable d'être partie prenante de telles situations. Partie prenante, n'est-ce pas, soit comme victime, soit comme acteur de l'extrémisation. Que vient faire l'humanité dans cette situation ? Qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Et pas seulement à partir de 1938, quand Hitler explique clairement dans un discours au Reichstag qu'il ne s'agira pas de déportation mais d'extermination. Pas seulement là, mais au Rwanda 1994, etc. Alors je ne vais pas poursuivre plus loin aujourd'hui en tout cas, et dans les premières pages de mon livre, la mobilisation directe de ce qu'apportent, me semble-t-il, de très précieux les cliniques de l'extrême, qu'on peut laisser à elles-mêmes après les considérations qu'elles développent, ne nous concernent plus directement. Elles sont intéressantes néanmoins, mais je pense que j'en ai tiré le maximum. Pour nous, elles conduisent leur propre démarche dans un champ où je n'ai pas pour ma part à entrer davantage, à développer ensuite tout un travail de clinicien sur lui-même. Le clinicien va travailler sur lui-même, et ce colloque qu'ils avaient fait, ils l'ont fait là-dessus, sur le travail qu'ils avaient à faire sur eux-mêmes, pour maîtriser et élaborer leur positionnement pratique dans ces situations. Au sens de la pratique professionnelle, au sens de la pratique professionnelle, positionnement qui va être le leur vis-à-vis d'autrui dans ce type de situation. Donc ça, je le laisse aller de leur côté. Maintenant, un autre apport, un deuxième apport, après la question offensante que je viens de formuler, a retenu mon attention dans ce matériel, un apport donc identifié volontiers par les cliniques de l'extrême elles-mêmes comme de teneur éthico-philosophique, disent les auteurs de ces textes. Ils expliquent que, à partir du positionnement du professionnel,
positionnement technico-pratique du professionnel, dont ils vont débattre dans leurs colloques, etc. Heureusement d'ailleurs qu'ils font ce travail. À partir de ce positionnement technico-pratique du professionnel à l'égard de ceux qu'il rencontre, de ceux et celles qu'il rencontre, le passage s'effectue graduellement, explique-t-il, à un autre positionnement qui n'est plus professionnel, mais qui est proprement éthique et qui est désigné par les cliniciens comme conduisant sur le terrain philosophique. Merci à eux de croire que nous pouvons les accueillir. Ils nous surestiment. La plupart des philosophes n'ont pas idée que c'est leur job de faire ça, d'accueillir ce type de questionnement. J'arrête de dire du mal des philosophes. Donc, le passage s'effectue graduellement à un autre positionnement conduisant, disent-ils, sur le terrain philosophique parce qu'il engage la relation humaine comme telle. Il faut entendre la relation de l'humain à l'humain à travers le questionnement que l'attention portée aux acteurs, c'est-à-dire à la fois aux acteurs auteurs et aux acteurs victimes, qui dans les films de l'ouverture des camps, par exemple, sont des acteurs qui ne sont pas des acteurs, puisque ces films sont vrais. Mais l'analogue d'acteurs. Donc, cela engage la relation de l'humain à l'humain à travers le questionnement que cette attention portée aux acteurs des situations extrêmes soulève sur l'humanité des êtres concernés, des deux côtés. Je suis tombé là-dessus avec stupéfaction. Parce que c'est évidemment vrai. Je veux dire, c'est vrai des situations extrêmes cliniques. C'est vrai des situations extrêmes génocidaires. A fortiori, je dirais. Et il suffit de faire l'effort ces jours-ci de regarder ces images de l'ouverture des camps pour l'éprouver. Cela soulève des interrogations sur l'humanité d'êtres qui, en dehors de ces situations et des interrogations qu'elles soulèvent, seraient tenues sans plus de difficultés pour humains, bien sûr, mais qui, dans l'état où ils se trouvent, soulèvent ces interrogations offensantes. Et je répète, des deux côtés, c'est-à-dire comment les criminels ont-ils pu faire cela, les criminels que dans d'autres situations on identifierait comme humains. Je veux dire, dans d'autres situations, dans le reste de leur vie, tel qu'on le connaît, tel qu'on en a des images. L'un des films que j'évoquerai tout à l'heure recense des images des principaux criminels nazis, hors de leurs crimes, mais en même temps, quand ils rentraient chez eux, éventuellement en rapportant à leur épouse un porte-monnaie fait en peau humaine. Et de même, de l'autre côté, évidemment, dans le reste de leur vie et de leur existence, quand elle n'a pas été interrompue, avant qu'ils deviennent visibles tels qu'ils sont devenus, les acteurs victimes, nous savons bien que ce sont comme nous des personnes humaines. Et donc nous sommes presque inévitablement par là conduits à mettre en perspective ou en relation la pensée dans l'extrême, ainsi orientée, et une problématique comme celle du développement humain, précisément en l'entendant à son plus haut niveau, que j'ai rappelé mécaniquement en commençant, mais qui prend son sens véritablement maintenant. C'est-à-dire
entendu en ce que précisément il n'est pas un simple développement économique, mais un développement humain au sens d'un déploiement de l'humain en l'homme. Pour l'arracher, tant que faire se peut, aux situations extrêmes où se posent les questions offensantes que je viens d'évoquer. Quelques mots encore sur cette question terrible de l'évaluation en humanité, offensante, y compris pour celui qui la soulève. Il faut l'expliciter avec minutie, parce que, j'ai presque terminé, j'accélère un peu, c'est pas facile de dire ça vite. Dans cette question se recoupe aussi bien celle de la celle de la déshumanisation potentielle des victimes de l'extrême, que celle de l'inhumanité incriminable dans les auteurs des situations extrêmes. Du moins quand celles-ci peuvent se voir assigner des auteurs. Et c'est par ce biais que c'est en cernant, en approfondissant ce recoupement, que la catégorisation puissamment normative de l'extrême peut avancer. Si elle peut avancer, c'est en creusant ce recoupement. Je laisse de côté, pour l'instant, les choses du côté des auteurs, des acteurs-auteurs, qui concernent plutôt, c'est pourquoi j'ai cité mes travaux en cours tout à l'heure, ce que pourrait être une réflexion sur le mal. Le mal que l'on fait, pas celui que l'on subit. Donc je laisse cela pour cette autre interrogation. Donc je prends simplement le premier versant, celui sur lequel la raison se confronte à des situations où la perte des repères habituels crée un profond désarroi éthique, voire un état de crise éthique, dont il faut enregistrer l'inhérence à toute situation extrême. Après, vous avez un curseur, évidemment, c'est un trajet, mais structurellement, c'est inhérent à toute situation extrême. Et pour cela, il faut nous servir une dernière fois, je crois, de ce que nous procure l'approche clinique. Dernier usage, la question que je viens de poser, du côté des acteurs victimes, ouvre sur celle très très délicate, infiniment délicate, de ce que les cliniciens désignent parfois comme la vulnérabilité de l'humanité en l'homme. Pour ma part, pour éviter toute allégeance trop marquée à des courants philosophiquement constitués, auxquels on n'est pas obligé d'adhérer, personnellement ça m'est égal d'y adhérer ou de les mentionner, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que ça signifie que j'adhère plutôt à tel courant qu'à un autre, donc je dirais que cette question ouvre sur ce que les cliniciens désignent parfois comme la vulnérabilité de l'humanité en l'homme et qu'on peut désigner aussi comme la précarité ou la faillibilité de l'humain en nous. Il n'y a pas de nuance de sens entre ces désignations. Ainsi que sur les risques que cette faillibilité induit. Le discours clinique est accoutumé, je vais utiliser un terme médical, à parler, vous allez voir pourquoi j'en ai besoin, très brièvement, rassurez-vous, pour désigner un processus de désertification de la moelle osseuse. Les cliniciens parlent d'aplasie médulaire, qui correspond à ça. Une désertification de la moelle osseuse par ses constituants dans son état sain. Le discours clinique, par analogie, conduit parfois à parler du phénomène que je suis en train de décrire en termes d'aplasie ontologique, où ce serait l'humanité et ses exigences qui déserteraient l'humain. Je cite ici un texte que vous retrouverez aussi. J'ai lu beaucoup de choses. Je ne les utiliserai pas toutes, mais ça arrive au fauteuil, comme on dit. C'est un livre qui s'intitule, au pluriel, Clinique du sujet handicapé. Vous retrouvez, si vous dites donc Clinique du sujet handicapé, c'est publié aux éditions RS
Toulouse 2012. C'est un collectif. Donc il parle d'aplasie médulaire pour désigner des processus où ce serait l'humanité qui déserterait l'humain, qui déserterait les êtres. Je ne peux pas, compte tenu de mon ignorance de ce champ, ni invalider ni valider l'analogie. Mais de fait, les situations extrêmes, qu'elles soient cliniques ou qu'elles ne soient pas cliniques, pour celles que j'interroge, elles ne sont pas cliniques, recèlent un grand nombre d'êtres dont ce qu'ils vivent nous conduit à interroger l'identité humaine, qui est aussi la nôtre, mais chez eux, une identité humaine poussée ou aventurée, de gré ou de force, selon qu'il s'agit des victimes de l'extrême, selon la configuration que je privilégie dans cette analyse, ou de ses auteurs, de gré ou de force. Ça nous conduit à interroger l'identité humaine, poussée ou aventurée, jusqu'à ses dernières limites, extrémisées. Aussi en ce sens possible de la qualification d'un phénomène comme extrême, extrémisé, c'est-à-dire par considération des limites au-delà desquelles le basculement dans l'inhumain constitue un risque, qui pour le coup, en les menaçant, nous menace. Et qui est aussi un risque extrême. Le risque de la perte de l'humain en l'homme, de la désertification de l'humain en l'homme. Ces questions ne sont évidemment pas nouvelles. Indépendamment de la clinique que j'ai abondamment utilisée, je vous indique que la notion de situation ou de contexte extrême a été forgée par Bruno Bettelheim à la faveur de son interrogation sur le développement des personnes dans les contextes extrêmes qu'il avait lui-même vécu des camps de concentration. Et il est un de ceux qui forgent ce vocabulaire. Tzvetan Todorov, pour lequel j'ai une très durable et profonde admiration amicale, a lui-même développé ce questionnement dans un livre très beau, j'ai failli dire brillant, c'est pas le terme, très beau, en 1994, dans Face à l'extrême, à propos des camps totalitaires en général. Évidemment, je pense que nous retrouverions, mais il faudrait construire la largeur du spectre et tenir compte des différences, nous retrouverions ce questionnement aujourd'hui dans le contexte des pays en développement. Je termine en avançant encore une radicalisation de l'interrogation, la dernière. Dans ces contextes, l'humanité de ceux qui sont exposés à des situations extrêmes se trouve poussée, je l'ai dit, jusqu'à ses ultimes limites. Alors voilà la question offensante maintenant qu'il faut poser complètement, il ne faut pas barguigner. Reste-t-elle cette humanité pleinement humaine dans l'effectivité? Et à quelles conditions, mais aussi à quel prix? Ce que je veux dire par là, j'y ai fait allusion tout à l'heure, je le creuse maintenant, reste-t-elle pleinement humaine dans ce type de cas, au-delà de notre devoir éthique de considérer que, oui, bien sûr, ceci est notre devoir éthique de considérer que, oui, bien sûr, elle reste pleinement humaine. La question est plutôt de savoir si le oui, bien sûr, est le dernier mot que nous puissions dire sur ce qui s'accomplit dans ce type de situation. Je voudrais vous dire que le visionnage insistant et difficile que je m'inflige notamment en ce moment, notamment mais pas seulement des films documentaires sur l'écran nazi et sur ce qui deviennent ceux qui n'y sont pas tués immédiatement, autorise à se poser ces questions délicates et difficiles à développer si l'on veut, dès lors que l'on veut, arracher le discours au politiquement correct et à l'éthiquement correct. Qui d'une certaine façon sont corrects, éthiquement ou politiquement, mais affaiblissent la radicalité
de ce qui s'est effectué et l'extrémisation de ce qui s'y est accompli. Ces images sont celles, par exemple, d'un documentaire que j'ai vu hier soir de Christian Delage, qui est un réalisateur français que nous inviterons à la journée dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis d'un autre documentaire que vous pouvez trouver en ligne alors qu'il est, encore, en ligne non, sur vos télévisions. Il faut chercher un peu. Un documentaire auquel a participé l'historien très important David Cesarani, auteur d'un extraordinaire livre sur Eichmann. Ces images-là, notamment celles de Delage, qui sont des images qui ont été projetées au procès de Nuremberg. Le procès ne démarrait pas correctement. Ça ne démarrait pas, ça ne prenait pas. Et le procureur a décidé de projeter tout d'un coup un film d'1 heure environ sur l'ouverture des camps. En fin d'après-midi, je ne raconte pas ça, mais vous imaginez. Il y aurait beaucoup à dire. Alors ça soulève des questions vraiment rudes, parce qu'il est clair que si nous nous en tenions à la quasi-vacuité qui est celle des concepts descriptifs et normatifs, quand ils sont des concepts vides, d'essence, indécence, ce sont des concepts vides. Si nous en tenons, si nous pensons que la production de ces concepts est le fin mot d'un discours sur les situations extrêmes, il n'y a pas de problème, mais on n'a rien dit, parce que ces concepts sont vides. Donc si nous nous en tenions à la quasi-vacuité qui est celle des concepts descriptifs et normatifs, sans intuition, susceptible de venir leur donner un sens, seule l'intuition, empirique, par exemple les images, viennent leur donner un sens partiel. Mais tant qu'on parle de la décence dans un amphi sans images, l'acuité, l'insupportabilité de la question que j'essaye de construire n'est pas engagée. Et il serait aisé de contourner ces questionnements, comme le fait Margalite, par exemple. J'ai beaucoup d'estime pour le livre de Margalite, mais il n'y a rien dedans. Il y a un concept de la décence comme non-humiliation. Point barre. Ça commence après. Parce que si on s'en tient à ces concepts vides, non remplis par des intuitions, eh bien, les interrogations que j'ai soulevées, qui, à mon avis, sont soulevées par les situations extrêmes, notamment génocidaires, se transforment en des espèces de bluettes dégoulinantes de moraline. Au sens où Nietzsche emploie cette expression. Et donc, je pourrais faire cela comme tout le monde. Mais je ne crois pas que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, de ce point de vue, il me semble que la fonction, j'avais dit que je terminerais par là, j'y viens, la fonction que peuvent remplir justement les images concernant l'extrême, qu'elles peuvent partiellement remplir, ce ne sont que des symbolisations de l'extrême, des présentations partielles de l'extrême. La fonction qu'elles peuvent remplir consiste à présenter les concepts dans l'intuition, dans une forme d'intuition, comme dans toute présentation. Donc, quand il s'agit de concepts pratiques, plus techniquement dit, à les symboliser, à en donner, comme vous le savez, une présentation incomplète, notamment parce que la mise en image de la liberté est impossible. Pour des raisons que je vous laisse imaginer. C'est pas très compliqué. En tout cas, elle est particulièrement ardue. Et donc, on a une ressource partielle qui se trouve dans les images, notamment documentaires, parce que les images documentaires sont, avec des guillemets, parce que les images documentaires sont vraies. Elles sont faites avec du vrai. Donc, il y a une ressource partielle qui se trouve dans ces images-là, n'est pas du tout négligeable pour penser l'extrême, au-delà des concepts encore vides que jusqu'à il y a quelques semaines, je pensais
que nous devrions étudier comme tels, comme des concepts. Je pensais, souvenez-vous, faire une séance sur la décence ou l'indécence. J'en ai même fait un morceau dans le séminaire de Hémin. Ou sur la dignité. Je pense que c'est idiot. Parce que ces concepts encore vides d'indignité, d'indécence ou d'inhumanité ne nous disent rien par définition. Puisqu'ils sont vides. Nous en avons vite fini avec, par exemple, la décence. Le petit livre de Margalite, extrêmement intelligent et très répétitif, pourrait être réduit à ses 10 premières pages. C'est un excellent article. Après, il y a un peu de polémique avec les Rawlsiens, qui l'est, mais avec les Rawlsiens restés Rawlsiens, pour vendre sa propre posture. Normal, tout le monde fait ça. Mais il n'y a rien à penser de plus que ce qui est dit dans les 10 premières pages. Parce que c'est vide. C'est le concept, le niveau du concept. Donc je croyais faire une séance sur la décence, je ne ferai pas de séance sur la décence et l'indécence. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien à dire de plus que la non-humiliation. Et les traitements qui correspondent à la non-humiliation. Mais précisément, si on commence à aborder les traitements, on arrive à des contenus qui vont remplir les concepts. De là, mon intérêt et mon engagement en cours dans cette nouvelle recherche consacrée à l'apport des données cinématographiques aux questions soulevées par les situations extrêmes qui peut venir s'ajouter dans notre démarche à partir des données aux données déjà repérées et utilisées de type statistique, historique et sociologique. Mais il faut aussi ajouter à la réflexion, si on veut être fair-play, c'est vraiment très difficile d'être honnête jusqu'au bout dans cette construction. Il faut intégrer à la réflexion aussi que même ces images, précisément en ce qu'elles sont, y compris pour des raisons architectoniques sur lesquelles j'ai attiré l'attention, je veux bien un jour faire il suffit de me le demander, dans quelque contexte que ce soit, une séance hard sur les catégories de la liberté. Voilà, ça me passionnerait de prendre les gens 2 heures, 3 heures sur les catégories de la liberté. La table kantienne des catégories de la liberté, et ce qui en résulte, notamment si on considère pas seulement les 12 catégories, mais ce que Kant appelle les prédicables. C'est-à-dire ce qui vient, il explique ça dans la critique de raison pure, pour la table des concepts de l'entendement, des catégories de l'entendement, il dit qu'il y a des sous-concepts qu'il appelle les prédicables, et qu'il faut élaborer. Même chose pour les catégories de la liberté. Et c'est dans les prédicables des catégories de la liberté qu'on trouverait des concepts comme décence, indécence, dignité, indignité, etc. Je suis prêt à faire ce travail-là. Il faut simplement que ça intéresse quelqu'un. Et qu'on me le demande avec de bonnes raisons. Je disais donc qu'il faut intégrer aussi à la réflexion que même ces images, en ceci que, pour les raisons architectoniques auxquelles j'ai fait allusion, elles sont des présentations partielles et incomplètes, ne nous font elles-mêmes voir qu'une toute petite partie de la réalité pratique correspondant aux questions politiquement incorrectes ou offensantes que j'évoquais. Elles ne nous font voir qu'une toute petite partie. Ce que sont les êtres humains avant d'être cette masse que font rouler sur elle-même les bulldozers. Juste avant. De ce point de vue, je reste très admiratif, et c'est par là que je vais terminer, du sublime film d'Alain Resnais intitulé Hiroshima mon amour, qui est un vieux film, 59, dont il serait à mes yeux incompréhensible que certains d'entre vous qui ne l'auraient pas encore regardé ne se soucient pas de le faire de toute urgence. Parce que, voilà, tout au début de ce film, le personnage incarné par Emmanuelle Riva, que vous connaissez plus pour le dernier film qu'elle a tourné toujours avec Resnais, où elle a 90 ans. C'est sans doute cette personne que vous voyez quand je dis Emmanuelle Riva, mais le personnage incarné par Emmanuelle Riva, qui a à l'époque à peu près 30 ou 31 ans, qui est donc une jeune femme, tout au début du film, ce personnage dit tout ce qu'elle a vu à Hiroshima. Elle est venue à Hiroshima
précisément pour tourner un film. C'est compliqué, il y a une espèce d'abîme très très sophistiqué. Elle dit tout ce qu'elle a vu à Hiroshima après la bombe. Elle dit qu'elle a vu les victimes survivantes malgré leurs blessures, les victimes survivantes malgré leurs brûlures, malgré leurs mutilations atroces, les destructions des édifices, les vestiges collectés par les musées, etc. Et elle énonce tout cela qu'elle a vu. Et le personnage japonais qui forme le couple du film, couple sans avenir, comme les meilleurs des couples, à chacune de ces phrases où elle dit ce qu'elle a vu, dit, avec un accent que je ne peux pas imaginer, mais qui est reproduit, mais qui est fabuleux, une diction, disons, fabuleuse, il dit « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Il dit ça 10 fois, 12 fois, « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Et il dit rien d'autre. Manière de signifier que même ce que l'on voit, la réalité, ou l'image de la réalité, là on parlait d'image de la réalité, des réalités extrêmes, même ce que l'on voit ne présente pas l'imprésentable, où réside précisément l'extrême des situations extrêmes, où réside vraiment l'extrême des situations extrêmes. Ce par quoi René, que je n'ai pas toujours apprécié dans la totalité de son œuvre, il y en a un où on voit toutes les 10 minutes un footballeur courir de droite à gauche sur l'écran, personnellement ça m'a laissé d'une grande froideur, mais pas Hiroshima mon amour. Parce que ce par quoi il touche effectivement au sublime, au sens propre cette fois de cette catégorie de l'esthétique, c'est en ce que, tout en se gardant lui-même de montrer quoi que ce soit qui est arrivé à Hiroshima, il y a quelques images impressionnistes au début du film, surtout impressionnistes, des espèces de petits serpents qui sortent de la terre, qui sont plutôt des vers. Il ne montre rien. Mais, tout en se gardant de montrer autre chose que quelques images, pendant 45 secondes, surtout impressionnistes, ils mettent en image, en revanche, alors sous la forme pour le coup d'une mise en abîme somptueuse, ils mettent en image la mise en image cinématographique. La mise en image cinématographique elle-même des images que le personnage d'Emmanuel Riva pense avoir vues. Il dit « J'ai vu ceci, j'ai vu cela ». Et son interlocuteur, qui s'appelle, je ne sais pas prononcer le japonais, pardon, Eiji Okada, lui dit « Tu n'as rien vu à Hiroshima ». Et il le dit avec une infinie douceur, d'où toute indignation sur ce qui s'est passé est absente, ou a disparu. Et il lui dit donc qu'elle n'a rien vu à Hiroshima, et c'est cela que le film montre. C'est-à-dire aussi les limites des images, qui ne montrent rien. Parce qu'il y aurait des images que nous ne verrions toujours rien de l'extrême, qui s'est passé, et dont les victimes ont été victimes. Victimes mortes ou victimes vivantes. Et donc ça fait réfléchir aussi sur la limite des mises en image, qui montrent plus en ne montrant rien qu'en montrant proprement dit. D'une certaine façon, je laisse ça de côté, mais c'est aussi ce que fait Raoul Peck dans les films que nous convoquerons dans la journée du 2 mars. Il y a donc, je conclus, à la fois un apport très puissant pour nous, méthodologiquement, des images filmiques, documentaire ou de fiction, ma religion n'est pas faite. Peut-être ne faut-il pas la faire d'ailleurs, mais tenir compte du problème que ça soulève. Un apport très puissant à une philosophie politique s'attachant aux situations extrêmes. Mais un apport dont ce qu'il a de plus puissant pourrait résider, en fin de compte, pourrait résider dans le fait de faire comprendre que ce qu'on voit dans les images procure certes un remplissement partiel de la catégorie, un remplissement partiel de nos concepts, mais ne nous donne pas pour autant jamais assez à voir pour penser et pour juger ce qui a été vécu. C'est en tout cas
ainsi que je perçois cela pour l'instant, et je ne suis pas certain que sur les violences extrêmes, les films qui font penser le plus, par exemple Hiroshima, ou plus récemment le film sur Tombouctou, que je trouve excellent, et qui montre très peu, une petite lapidation à la fin, mais très peu. Très peu, par rapport à ce qu'il pourrait montrer, très peu. Très sobre. Je me demande si, sur les violences extrêmes, les films qui font penser le plus sont forcément ceux qui imagent le plus ce qu'il y a d'extrême dans les situations montrées, notamment actuellement le film qui s'intitule Riot Club. Il donne beaucoup à voir, il fait beaucoup à penser, il est dans la même gamme qu'Orange Mécanique, jadis. Mais je ne suis pas certain qu'il conduise aussi loin que la pensée de l'extrême violence, la pensée de l'extrême violence que le « tu n'as rien vu à Hiroshima » de René. Donc la question de l'apport de la mise en image au travail avec les concepts est très complexe, devra être travaillée et retravaillée. J'y vois pour ma part un programme de plusieurs années. Pour des raisons, je le signale au passage sans l'expliquer, je ne veux pas m'expliquer là-dessus, d'ailleurs je ne saurais pas, mais pour des raisons, c'est très complexe, pour des raisons que je perçois, que je pressens comme étant tout autre, en tout cas largement autres, que celles qui ont conduit Claude Lanzmann dans Shoah ou dans Le Dernier des Injustes, qui sont des documents tout à fait importants, à ne rien vouloir montrer de ce qu'il se borne à présenter de façon narrative par les porteurs d'une diversité de points de vue. Voilà, je ne peux pas m'avancer plus loin, je regrette de ne pas pouvoir le faire. Je termine donc seulement en disant que dans un monde contemporain, dont la manière qu'il a d'être injuste, celle qui lui est propre, mobilise une telle extrémisation, et une extrémisation que l'on peut voir, ou entrevoir, puisque j'ai dit qu'on ne pouvait pas la voir tout entière. Je termine en disant que dans un monde qui est structuré comme ça, en situation que nous sommes de quasi-clinique collective de l'extrême, c'est comme ça que je me représente notre tentative, quasi-clinique collective de l'extrême, il nous faudra en tout cas apprendre peu à peu à faire face à ce risque auquel nous nous trouvons exposés. Évidemment, une exposition infiniment plus confortable que celle qu'ont affrontée les personnes directement concernées par ces situations. Mais je reprends ma phrase, il nous faudra apprendre à faire face à ce risque d'interroger ce qu'il subsiste de notre capacité d'identification à l'autre, à tout autre, quand la rencontre de l'autre prend la forme de la menace du vacillement que font peser les êtres que nous rencontrons dans ces situations extrêmes, la menace qu'ils font peser du vacillement quant à notre reconnaissance universelle de l'humanité. Je répète que ce sont, bien sûr, c'est mon devoir de le dire, c'est notre devoir de le dire, des êtres humains. Mais le problème qui nous est posé par les situations extrêmes est de savoir ce qu'ils sont devenus. Et comment, et les deux questions se renvoient l'une à l'autre, comment l'inhumain peut surgir en l'homme, comment l'homme peut s'inhumaniser comme acteur et comme victime, et d'autre part, comment l'humain peut ressurgir dans l'humain inhumanisé, quand il n'est pas tué. C'est, si l'on veut, le problème du développement humain, comme ressurgissement de l'humain à partir de l'extrême. Donc les deux questions renvoient l'une à l'autre comme une balle qu'on échange. Pas sûr que ça tienne, ma métaphore. Et donc la question qui se pose vraiment est de savoir quel travail d'acculturation à l'extrême permet de nous assurer qu'aux limites de l'humain, qu'aux limites extrêmes de l'humain, l'autre continue de nous apparaître comme humain. Juste avant les bulldozers, si vous voulez. Et cela, je le répète et j'y insiste,
autrement que sur le mode éthique du devoir. C'est ma découverte de la semaine, qui me coûte. Autrement que sur le mode éthique du devoir ou de l'exigence que nous ressentons de le reconnaître comme humain. Exigence très profonde, mais quasiment mécanique et qui ne coûte pas très cher. Donc voilà ma dernière phrase qui est une question. Si l'extrémisation de la pauvreté, de la violence et du risque, pour être comprise et combattue, pour être comprise et pour en envisager une remédiation, requiert d'être identifiée comme une déshumanisation de l'humain. Ce que nous n'avions pas dit. Donc si, Et voilà maintenant la question. Par quoi sommes-nous assurés que l'attribution bien pensante, l'attribution que j'ai dite bien pensante, du statut de personne, ou, dans mon vocabulaire, du statut de sujet, à ce qu'on va appeler, avec des tirets entre les mots que j'emploie, à l'être créé par une situation extrême. Par quoi sommes-nous assurés que l'attribution, aussi généreuse qu'elle puisse être, aussi sincèrement généreuse qu'elle puisse être, que l'attribution bien pensante du statut de personne ou de sujet à l'être créé par la situation extrême ne correspond pas en fait, au bout du compte, plutôt encore à une sous-évaluation des déficiences, à une sous-évaluation des déficiences engendrées par l'extrême. Je reprends le terme de déficience au clinicien, quand il parlait tout à l'heure d'un analogue éthique de l'aplasie médulaire. Vous vous souvenez ? Par quoi sommes-nous assurés que cela ne nous conduise pas, quelle que soit la générosité du geste effectué, à une sous-évaluation des déficiences engendrées par l'extrême et partant à une sous-évaluation, c'est ça que je voulais verser à votre réflexion, à une sous-évaluation encore très forte de la monstruosité de l'extrémisation. Je pourrais, si vous me le permettez, prendre une image qui est l'image suivante. Quand on voit les rescapés des camps sous l'image d'une personne que je respecte infiniment à tous égards pour ce qu'elle y a vécu et pour son œuvre politique, à savoir Simone Veil, femme politique Simone Veil. Quand on voit Simone Veil parler avec l'énergie qu'elle y met, et je l'ai rencontrée 3 ou 4 fois, c'est une femme absolument admirable. On peut dire une femme absolument admirable de retenue, de modestie et de profondeur. Quand on voit dans la personne de Simone Veil le rescapé des camps, on la voit 30 ans, 40 ans après. Il faut faire attention là aussi à un piège des images post-extrêmes qui est de nous montrer des personnes redevenues intégralement sûres de leur, et pour nous aussi, de leur humanité. Mais que s'est-il passé pour celles et ceux qui sont passés juste avant le bulldozer? Et n'est-ce pas regarder ici les victimes des situations extrêmes à travers un prisme déformant, sous-évaluant ce qu'ils ont vécu et sous-évaluant la monstruosité des situations extrêmes, que de les voir tels qu'ils sont redevenus 30 ou 40 ans après. Il faut faire très attention à cela. C'est un détail dans mon argumentaire. Mais voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je veux bien quand même. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Si quelqu'un veut dire quelque chose, c'est le moment. Il nous reste 5 minutes, on peut les prendre. C'est un métier dont je maintiens, je dis ce matin après Sciences Po, celle qui était là. C'est un métier absolument merveilleux, mais on voudrait parler après. Ce qu'on a dit. On voudrait avoir un retour. Voilà. Je milite pour un retour obligatoire. Je ne sais pas comment faire ça.
Merci en tout cas. On se revoit dans 15 jours.